Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre participation à cette nouvelle édition du Live InnoGaz organisée à l'initiative de Coenov. Nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau MM Jean-Charles Collasroy, le vice-président de Coenov, et Malika Amadoui Barmas. Malika, vous êtes la déléguée générale du club Power to Gas de la TEE. Un sujet d'actualité évidemment pour ce Live InnoGaz, promesses et défis des nouvelles technologies de production de gaz renouvelable et bas carbone. Un petit mot sur le déroulé de notre événement qui durera environ 1 heure. On aura une intervention liminaire de Jean-Charles Collasroy qui nous présentera en quelques mots Coenov et l'ambition de ces live InnoGaz. Et puis une intervention de Malika qui nous présentera quelques slides pour qu'on puisse tout comprendre justement de ces nouvelles technologies de production de gaz renouvelable et bas carbone. Et troisième temps fort de notre événement, un temps d'échange questions-réponses avec vous tous pour prendre la parole. Rien de plus simple. Vous pouvez écrire votre question sur la messagerie chat de ce Zoom. Et voilà, vous pouvez vous poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions tabou aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Jean-Charles Collasroy, le vice-président de Coenov. Merci beaucoup Hugo pour votre accueil et puis pour ce studio qui est magnifique et qui nous permet de faire ce webinaire. Alors un mot rapide pour présenter Coenov. C'est une association qui a été créée en 2014 sous la présidence de Bernard Olagne donc c'était au moment de la loi de transition écologique pour une croissance verte qui a ensuite été votée en 2015 et qui donnait déjà les bases de la trajectoire de décarbonation de la France. Et donc cette association Coenov, elle a été fondée par des industriels, des grands industriels franco-européens du chauffage, des chaudières, de la pompe à chaleur, des panneaux solaires thermiques, et puis aussi les organisations professionnelles que sont l'ACAPEB, le SINASAB, la Fédération française du bâtiment dans sa branche génie climatique, et puis bien sûr des acteurs du gaz, GRDF, France Gaz Liquide, Caligaz. Et nous ont rejoint récemment chez Coenov l'Union sociale de l'habitat, qui montre bien d'ailleurs que l'USH est vraiment intéressé par les travaux de Coenov, puisque nous avons aussi un comité scientifique et technique qui réunit les acteurs majeurs de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, qui travaillent tous les 15 jours sur les sujets techniques de l'efficacité dans le bâtiment. Alors, nous traitons bien des thématiques de la transition écologique et de l'efficacité dans le bâtiment et plutôt sur la partie résidentielle. Et on s'appuie sur une triple conviction, c'est que tout d'abord, la décarbonation du secteur du bâtiment, la neutralité carbone, se fera par la complémentarité des énergies. C'est en s'appuyant sur, certes, une énergie électrique décarbonée, et nous avons cette chance en France, mais aussi un vecteur gaz de plus en plus renouvelable. Et donc, c'est cette complémentarité qui nous permettra de trouver la feuille de route de décarbonation du secteur du bâtiment. Deuxième conviction, c'est le potentiel des biogaz ou des gaz verts, et on va en parler aujourd'hui, à la fois la méthanisation, mais aussi d'autres technologies qu'on va illustrer dans cet InnoGaz. Et puis ensuite, troisième conviction, c'est que la filière gaz est une filière qui innove, qui continue à être innovante. C'est vrai dans le verdissement de la molécule, et c'est le sujet de l'InnoGaz d'aujourd'hui, mais c'est aussi vrai dans les équipements, les chaudières très haute performance énergétique par exemple, mais aussi les chaudières hybrides qui permettent d'allier le meilleur des deux mondes, une PAC électrique justement dimensionnée et une chaudière. Alors, l'objectif de ces InnoGaz, c'est le 9e aujourd'hui sous le format webinaire, mais sinon c'est le 12e InnoGaz que Coenov réalise, c'est vraiment de montrer toutes les innovations de la filière gaz, à la fois sur la production, les réseaux, mais aussi les équipements. Alors, je passe tout de suite la parole à notre intervenante, que je remercie pour sa présence, Madame Malika Badawi Marnaz de l'AT2E, qui va nous présenter les différents potentiels des gaz bas carbone. Merci beaucoup Jean-Charles, et merci surtout pour l'invitation aujourd'hui pour cet InnoGaz. Donc je vais effectivement vous présenter aujourd'hui des technologies innovantes pour produire du gaz renouvelable et bas carbone. Alors tout d'abord, je vais commencer par vous présenter l'AT2E. L'AT2E, donc c'est l'association dans laquelle je travaille, c'est une association technique qui s'appelle Association technique énergie-environnement. Elle a été fondée en 1978, donc c'est une ancienne association, une vieille association qui historiquement était essentiellement fondée sur l'efficacité énergétique et la maîtrise de l'énergie. Et vous allez le voir parce que je le présente dans ce slide un peu plus bas, c'est vraiment l'un des points forts de cette association.
Mais aujourd'hui, c'est une association qui représente 2400 adhérents et qui est représentée sur l'ensemble de la France. Nous avons évidemment une équipe nationale, mais également des délégations régionales qui organisent des webinaires, des événements autour de nos sujets, donc d'efficacité énergétique, mais également d'énergie renouvelable. C'est une association qui est financée en partie par l'ADEME. Et nous avons donc 7 domaines d'expertise répartis en 2 pôles. Donc le premier, j'en ai déjà parlé, c'est tout ce qui concerne l'efficacité énergétique. Et dans ce pôle-là, on retrouve un département maîtrise de l'énergie qui anime des référents énergie, une communauté de référents énergie. Nous avons aussi un club C2E, donc certificat d'économie d'énergie. La T2E est assez connue pour cette activité-là de C2E, que vous connaissez peut-être. Et puis, nous avons également un club cogénération et des programmes nationaux sur la maîtrise de l'énergie en bâtiment et en industrie et dans l'industrie. Sur la partie énergie renouvelable, cette fois-ci, donc on retrouve des clubs gaz, donc le club biogaz, le club power to gas, le club pyrogasification, et puis on retrouve également le club stockage d'énergie qui est toute énergie et essentiellement électrique par différents moyens. Nous éditons également une revue qui s'appelle Énergie Plus sur l'ensemble de ces sujets. C'est une revue qui paraît tous les 15 jours. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Les technologies innovantes de gaz renouvelable et bas carbone. Pourquoi c'est un sujet qui est important et intéressant aujourd'hui de traiter? C'est parce que, vous allez le voir, je vais vous le présenter, ce sont des technologies qui sont nécessaires pour décarboner les usages gaz de demain, pour décarboner les usages gaz à horizon 2050. Alors, je vais tout de suite vous mettre des petites nuances dans le discours que je vais vous apporter parce que je parle de décarboner, mais à proprement parler, comme on va substituer le gaz fossile par du gaz renouvelable et bas carbone, c'est pas tant décarboner qu'on devrait dire que défossiliser. Mais ce n'est pas un terme qu'on emploie beaucoup, qu'on entend souvent, mais c'est le terme le plus juste. C'est qu'on va vraiment, avec ces technologies, substituer le gaz fossile qui est utilisé par du gaz qui est la même molécule, mais du gaz qui est renouvelable et bas carbone. Alors, ces technologies, elles sont complémentaires entre elles et elles sont complémentaires vis-à-vis de la méthanisation. La méthanisation, sans doute que vous connaissez cette technologie, c'est quand même une technologie assez mature de production de gaz vert. Et donc, ce qui arrive derrière, c'est la pyrogasification, la gasification hydrothermale et le power to méthane. Et ces technologies-là, donc, sont complémentaires et permettent justement d'offrir des solutions pour remplacer le gaz fossile. Et puis, pour chacune de ces technologies, je vais vous présenter rapidement le dynamisme en France, dans les territoires, avec des projets qui sont en train de se monter et qui montrent que la France et ses filières ont vraiment toute leur place pour l'horizon 2050 qui peut sembler assez loin. Alors, le premier sujet, du coup, sont des technologies qui sont nécessaires pour décarboner les usages gaz. Parlons des usages gaz. Aujourd'hui, en France, la consommation d'énergie primaire en 2021, elle est représentée comme on le voit ici. Et en fait, 15% de cette consommation-là est portée par le gaz naturel. Donc, le gaz naturel qui est fossile, comme vous le savez. Si on regarde un peu plus dans le détail les types d'usages d'aujourd'hui pour le gaz naturel, on voit qu'on a donc le résidentiel et l'industrie qui consomment de manière significative du gaz naturel, également le tertiaire, et on retrouve la production d'électricité centralisée et la cogénération, dont on a entendu parler cet hiver, et on voit la dernière petite ligne qui est la mobilité, qui aujourd'hui est quand même un peu plus faible par rapport aux autres usages. Donc ça, c'est vraiment l'état des lieux d'aujourd'hui. Ce qui nous intéresse dans nos technologies, c'est surtout demain. Donc demain, pour savoir de quoi demain sera fait, en fait, on a plusieurs
scénarios qui existent. Il y a plusieurs entités qui ont réfléchi, qui ont travaillé à projeter les consommations de gaz à différents horizons de temps. Le premier horizon de temps qu'on regarde en général, c'est 2030. Et pour 2030, ou 2035, on pourrait dire, parce que le temps avance, donc 2030-2035, on a un objectif PPE. Donc la PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc ce sont les pouvoirs publics qui affichent cette trajectoire. Et ce qu'on peut voir, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, on avait une consommation, enfin je ne vous l'ai pas dit, mais c'est dans les slides, de 466 TWh PCS aujourd'hui. L'objectif PPE pour 2028 est en baisse, évidemment, il est à 383 TWh PCS. Donc ce qu'on voit, c'est que les pouvoirs publics considèrent dès à présent que finalement, la consommation de gaz à horizon 2030-2035 sera en baisse par rapport à la consommation d'aujourd'hui. Si on se place à horizon 2050, donc là, on est encore plus loin. À horizon 2050, donc là, on a plusieurs entités qui ont réfléchi à différents types de trajectoires. Bien sûr, 2050, c'est un peu compliqué de dire le chemin sera là et voilà comment la consommation de gaz sera à cet horizon-là. Et donc, du coup, souvent, les entités font plusieurs scénarios et c'est ce que je vais vous présenter ici. Je vais commencer par la SNBC, parce que ce sont les pouvoirs publics aussi qui ont défini cette trajectoire. La SNBC, c'est la stratégie nationale bas carbone, qui a été définie en 2019. Tout comme la PPE, la SNBC est en cours de révision, mais on n'a pas encore les trajectoires, les trajectoires de ces deux stratégies. Et la SNBC de 2019 indique une demande de gaz entre 183 et 290 TWh PCS. Donc, vous voyez, 466 aujourd'hui, 383 en 2030 et 183-290 à horizon 2050. Donc, une baisse importante de la demande de gaz. Mais il n'y a pas que les pouvoirs publics qui ont réfléchi à des stratégies concernant la demande de gaz et les usages gaz à horizon 2050. On retrouve les opérateurs gaziers qui ont, dans Perspective Gaz en 2022, ont défini plusieurs trajectoires. Donc, entre 200 TWh PCS et 334 TWh PCS. Donc, vous voyez que les opérateurs gaziers considèrent également qu'à horizon 2050, on aura une baisse de la demande de gaz. L'ADEME, vous connaissez sans doute leurs scénarios prospectifs, qui sont au nombre de 4, a défini du coup des trajectoires. Donc, le scénario S1, c'est celui finalement où c'est la frugalité, on consomme très très peu. Et le scénario S4, qui est l'extrême, on fait comme aujourd'hui et on considère que la technologie va nous sauver, entre guillemets, va permettre de se développer tout en maîtrisant le réchauffement climatique. Et donc là, l'ADEME définit aussi des demandes de gaz à horizon 2050 qui sont de l'ordre de 164 à 412 TWh PCS. Mais vous voyez que le scénario S4, il est quand même en décroché par rapport aux autres scénarios. Et puis, on a Negawatt, qui est l'association Negawatt que vous connaissez aussi sans doute, qui également a défini une stratégie, en tout cas a défini un scénario qui permet de définir un besoin en demande de gaz à horizon 2050 de l'ordre de 200 TWh. Donc, le premier enseignement de ces graphes-là, c'est bon, déjà, on ne sait pas exactement de quoi demain sera fait. Donc, c'est compliqué de savoir exactement quelle sera la demande en 2050. Par contre, ce que l'on sait, c'est que cette demande, elle sera plus faible que la demande d'aujourd'hui. Et ça, c'est un élément important. Quand on regarde les usages, ce que vous avez vu, surtout sur les scénarios 2050, on a différentes couleurs. Donc, en termes d'usage, finalement, toutes les entités qui ont réfléchi sur ces scénarios considèrent qu'on va avoir encore besoin de gaz dans les bâtiments. Il va y avoir encore la demande de gaz dans les bâtiments. C'est ce qu'on voit en bleu foncé sur l'ensemble de ces bâtons. Ils envisagent également une demande de gaz au niveau de l'industrie.
c'est ce qui est en bleu clair. La production d'électricité et d'énergie, donc toujours. Et puis, vraiment une différence par rapport à aujourd'hui, une proportion beaucoup plus forte sur la mobilité. C'est ce qui est en rose ici. Et donc, du coup, on peut voir à travers ces images-là, à travers ces graphes, que finalement, les usages tels qu'ils sont projetés par les différentes entités, les usages ne sont pas très différents des usages d'aujourd'hui. On a un peu plus de mobilité, mais on garde toujours dans le bâtiment, dans l'industrie, des demandes de gaz qui est relativement fortes. Ensuite, donc là, à horizon 2030 et encore plus à horizon 2050, on va avoir une baisse de la demande de gaz. Ce que disent aussi ces différents acteurs, c'est que ce gaz ne sera quasiment plus fossile. Pour certains acteurs, ce gaz ne sera plus du tout fossile, et pour d'autres, comme l'ADEME, il reste une partie fossile sur certains scénarios, essentiellement le scénario où on ne fait rien, évidemment le S4. Et donc, du coup, comment peut-on produire du gaz qui n'est pas fossile pour répondre à ces besoins? Et ben, du coup, ces entités ont projeté des technologies de production de gaz renouvelable et bas carbone que je vais vous présenter ici. Bon, on va commencer déjà à parler du socle qui est entre 100 et 130 TWh PCS qui provient de la méthanisation. Donc là, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui de ce socle-là, mais en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que le potentiel de méthanisation pour la demande gaz de demain sera à peu près à cette hauteur-là, et donc du coup ne permet pas d'atteindre la demande globale. Et donc pour compléter cette demande-là, on retrouve nos trois technologies innovantes que sont, je vais commencer par la pyrogazéification. Donc, la filière gaz imagine un potentiel de 90 TWh PCS. Mais on retrouve cette technologie dans à peu près tous les scénarios, sauf le scénario S1 de l'ADEME. Bon, on la retrouve quand même partout. Il y a la gazification hydrothermale qui est plutôt présentée là dans le scénario des filières gaz et pas de l'ADEME. Vous le verrez, en fait, c'est une technologie qui est encore qui est un peu moins mature que la pyrogazéification. Et donc, du coup, elle fait juste son apparition, mais c'est l'une des technologies vraiment d'avenir sur le sujet. Et on retrouve en orange le Power to Methane. Donc, c'est la troisième des technologies que je vais vous présenter aujourd'hui. Et le Power to Methane, on le retrouve dans chacun des scénarios, de ces différentes entités, sauf le scénario le S4 de l'ADEME. Et pour compléter, parce que certaines fois, on n'est pas complètement, on n'atteint pas complètement le besoin, on peut retrouver en fonction des scénarios soit de l'hydrogène en usage direct, soit de l'import de gaz renouvelable ou bas carbone, de l'import d'hydrogène, et puis pour le scénario S4, encore de l'usage de gaz naturel. Alors, le premier, la pyrogazéification, le premier sujet, pyrogazéification. La pyrogazéification, c'est une technologie qui permet, en chauffant des résidus, des déchets, des résidus de biomasse ou essentiellement des déchets plutôt solides, en chauffant ces déchets-là avec très peu d'oxygène ou même sans oxygène du tout, d'obtenir plusieurs types de produits. On obtient d'abord du biochar ou du char, et ensuite, quand on continue le process, on obtient différents types de gaz, et notamment du CH4, mais aussi de l'hydrogène. Donc là, ça c'est la première des technologies que je voulais vous présenter. Donc on peut imaginer de manière très simplifiée que la pyrogazéification, c'est comme ce qui se passe dans un four quand on met la pyrolyse. On chauffe très fort, tout est scellé, verrouillé, et c'est ça, et c'est finalement un peu ça qui se passe. Et en fonction du procédé qui est mis en place, on peut obtenir plus ou moins de biochar,
plus ou moins de CH4, plus ou moins d'hydrogène. Et donc, vraiment, c'est le procédé qui fait la donnée de sortie. L'avantage complémentaire de la pyrogazéification déjà par rapport à la production de gaz renouvelable et bas carbone, c'est que c'est aussi du coup un traitement de déchets qui n'aurait pas forcément été valorisé sinon. Donc c'est un point qui est important, c'est que ce n'est pas uniquement une technologie qui permet de produire du gaz renouvelable et bas carbone. Et je vous rappelle, la trajectoire de production, aujourd'hui, on la prévoit plutôt de l'ordre de 90 TWh PCS. En 2022, donc l'an dernier, il n'y a pas très longtemps, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé pour identifier les projets en France qui étaient prêts, qui voulaient en tout cas se positionner pour montrer pour montrer leur dynamisme sur la pyrogazéification pour injection. Donc là, pour injection dans les réseaux de transport et de distribution de gaz. C'est un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé conjointement par GRT Gaz, qui est le transporteur de gaz sur les 3/4 de la France, et le CSF-NSE, qui est le comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique. Et donc, 49 dossiers ont été déposés. Parmi eux, on en a 19 qui sont en stade de développement. Donc, c'est un stade qui est quand même assez avancé. Ce qui est important de noter, c'est que quand on fait la somme des puissances qui sont, des puissances qui sont projetées par ces différents projets, on atteint 4,1 TWh PCS par an. Si vous vous souvenez, ça fait quasiment 1% de la consommation annuelle, ce qui est vraiment beaucoup pour une technologie qui est en émergence comme ça. Et donc, du coup, cet appel à manifestation d'intérêt montre qu'il y a un vrai intérêt, évidemment, à cette technologie-là et que c'est vraiment concret et il y a effectivement des acteurs qui sont volontaires pour la développer. Là, vous trouvez sur cette image plusieurs projets qui existent déjà, des installations et pilotes R&D. Parce que j'aurais pu effectivement le préciser plus tôt, mais ça va être la même chose pour les 3 technologies. Aujourd'hui, quand je dis que ce sont des technologies innovantes, c'est parce que nous n'avons pas encore réellement de projets ou d'installations qui sont complètement en mode industriel. On a encore des tests, des tests de performance à faire pour rendre vraiment cette production de gaz très opérationnelle et à un coût moindre, évidemment. Et donc, là, ce qu'on voit, donc du coup, il y a déjà des installations et des pilotes R&D sur la pyrogazéification. Et ce qu'on peut voir sur cette image-là, c'est que, en fait, ils ne sont pas catégorisés tous de la même manière. On a des installations qui font de la cogénération et qui valorisent les déchets. On a de la production de méthane de synthèse ou de la production d'hydrogène. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que le porteur de projet souhaite obtenir en produit de sortie, la technologie, le procédé est modifié pour pouvoir axer plus d'un côté ou de l'autre des composants. Peut-être Malika, on peut préciser l'acronyme CSR qu'on voit apparaître beaucoup, combustible solide de récupération. Oui, effectivement. J'ai évité de le dire, mais comme il est écrit… Oui, donc effectivement, CSR, donc ce sont des déchets solides de récupération et qui sont mal valorisés par ailleurs. Et donc, du coup, c'est vraiment une voie intéressante, pas uniquement pour la production de gaz, mais également pour traiter et valoriser ces composants. On a des déchets de bois, mais on peut aussi avoir des déchets de plastique, par exemple, qui rentrent dans ces CSR. Oui, en fait, effectivement, et ce sont vraiment à retenir, c'est que ce sont surtout des déchets qui sont plutôt solides, contrairement à la gazéification hydrothermale qu'on va voir juste après, où on parle plutôt de déchets liquides. Là, ce sont des déchets solides. Et en fait, ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette technologie de pyrogazéification, c'est que si en intrant, on a des déchets de bois, par exemple de la biomasse, du coup, on obtient du biogaz. Donc, on a vraiment aussi cette production de biogaz qui est…
qui est quand même en termes de qualification verte, qui est même au-dessus de la partie bas carbone et renouvelable. Ça sera intéressant, Malika, de faire justement la distinction que vous faites entre le biogaz, justement, et les gaz bas carbone, selon le type d'intrant que l'on peut avoir. Là, vous venez de l'aborder, mais ça peut être intéressant de le repréciser. Et bien sûr. Donc, le biogaz, effectivement, c'est un gaz qui est produit à partir de biomasse. Donc, le biométhane, bien sûr, c'est un biogaz. Et d'ailleurs, le biométhane est un biogaz une fois qu'il est épuré, qu'il est aux spécifications de l'injection. Et puis, la pyrogazéification et la gazéification hydrothermale produisent du biogaz également lorsqu'en intrant, on a bien de la biomasse. Par contre, le power to méthane, on le verra, n'a pas en intrant de la biomasse et donc du coup ne peut pas bénéficier de cette appellation de biogaz. Et c'était d'ailleurs l'une des difficultés à son développement, c'est parce qu'en fait, jusqu'à présent, avant la loi d'accélération des ENR, des énergies renouvelables, le gaz produit par power to méthane n'avait pas d'existence en fait réglementaire législative. Et à ce moment-là, on parle plutôt de gaz bas carbone. Et là, on parle de gaz bas carbone complètement. On parle de gaz bas carbone et dans cette loi-là dont j'ai fait référence, il y a une définition des gaz bas carbone qui, du coup, rentre complètement dans le gaz produit par power to méthane parce que c'est un gaz qui, lors de sa production, émet peu de carbone. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Je vais du coup reprendre le fil pour vous parler cette fois-ci de la gazéification hydrothermale. Le procédé de gazéification hydrothermale peut s'apparenter quand même au procédé de pyrogazéification. Parce qu'en fait, on a un produit, plutôt des déchets en entrée, cette fois-ci humide, hein, hydrothermale, il y a humide dedans. Et là, donc, on chauffe ces déchets, mais on les met aussi sous pression. Le fait de faire, de faire ces deux opérations-là permet de dissocier tous les composants de ces déchets humides et déjà de retrouver de l'eau un peu plus propre, ce qui n'est pas négligeable dans notre contexte actuel là, depuis plusieurs mois de sécheresse, et puis de produire du coup plusieurs types de gaz, dont du CH4 que l'on peut injecter dans les réseaux. Et donc, ce qui est vraiment intéressant pour la gazéification hydrothermale, en complément de la pyrogazéification, c'est que là, on traite d'autres déchets. On traite vraiment des déchets qui sont humides, qu'on ne sait pas bien valoriser par ailleurs. Et donc ça, c'est un vrai atout. Et puis, s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est que bon, c'est innovant, mais aussi que ces technologies-là sont complètement complémentaires et ne se marchent pas du tout sur les pieds. Et donc, du coup, pour cette technologie-là, vous le voyez, les projets sont un peu moins nombreux que la pyrogazéification. On est un peu plus en émergence. Donc, on en a en France. On a du coup le CEA qui travaille beaucoup sur la gazéification hydrothermale, mais pas que, qui a un prototype à Grenoble, et puis en Europe ou dans le monde. Et là, quand on parle de déchets humides, on parle de bouts de station d'épuration, on parle de sédiments de dragage et on parle aussi de digestats qu'on ne pourrait pas épandre parce qu'ils ne répondent pas aux specs pour pouvoir les épandre. Donc, c'est vraiment une solution intéressante pour quand on ne sait pas quoi faire de nos bouts. Et enfin, la dernière technologie que je souhaitais vous présenter, c'est le power to gas. Donc, là, le power to gas, c'est une technologie qui est un peu différente. C'est une technologie qui, en entrée, a de l'électricité et du CO2. Alors, l'électricité, bien sûr, quand on veut remplacer le gaz fossile par du gaz bas carbone, on ne va pas utiliser l'électricité fossile. Donc, c'est l'électricité qui est renouvelable, voire nucléaire en France, essentiellement. Cette électricité-là, le modèle, l'histoire qu'on raconte, parce qu'il faut savoir qu'on se place à 2050, c'est que ce serait de l'électricité excédentaire. Donc, plaçons-nous en 2050 avec un mix énergétique, un mix électrique complètement décarboné et avec une part importante d'énergie renouvelable.
Vous savez que ces énergies renouvelables, le solaire ou l'éolien, sont difficilement pilotables. Le soleil, enfin, ce n'est pas forcément au moment où on en a besoin qu'il y a soleil qui produit beaucoup d'électricité. Et donc, du coup, dans ces moments-là, plutôt que de perdre l'électricité ou de ne pas faire fonctionner nos installations, on pourrait produire de l'hydrogène qui serait alors renouvelable par électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau, on l'a tous fait à l'école, en fait, on prend de l'eau, on met de l'électricité et on sépare l'hydrogène et l'oxygène. Donc c'est une technologie qui est quand même, qu'on connaît. Ce n'est pas quelque chose de très complexe à mettre en place. Après, ce qui est complexe, c'est de le faire de manière le plus efficace possible. Donc, une fois qu'on a de l'hydrogène qui est renouvelable, on va pouvoir le combiner avec du CO2. Le CO2, on peut l'obtenir de différentes manières. Il y a du CO2 qu'on appelle biogénique, qui est produit lors du procédé de méthanisation, donc sur les méthaniseurs. On produit à la fois du CO2 et du CH4. Aujourd'hui, il y a une séparation entre ces deux gaz. Ce qui pourrait être possible, c'est d'utiliser ce CO2-là, de le combiner avec de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone, pour ensuite faire du CH4, donc du gaz. Si on le fait sur une installation de méthanisation, comme vous le verrez tout à l'heure, j'ai un slide qui le présente, on peut enrichir du coup le gaz produit pour l'injecter sur le réseau, pour injecter davantage de gaz que s'il n'y avait pas cette unité de méthanation. On peut également utiliser du CO2 industriel. Alors les industries, bien sûr, doivent en premier lieu éviter d'émettre du CO2. Là-dessus, je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Malgré tout, certaines industries, dans leur process, produisent du CO2. Et donc, c'est ce qu'on appelle du CO2 industriel. Alors, il y a beaucoup de noms, en fait. Il y a CO2 process, CO2 résiduel, CO2 fatal. Mais en tout cas, on pourrait imaginer que ce CO2-là puisse être capté pour pouvoir être utilisé et combiné avec de l'hydrogène pour produire du méthane. Et donc, le procédé de production de ce méthane à partir d'hydrogène et de CO2, c'est ce qu'on appelle la méthanation. Ce qui est intéressant sur ce procédé-là, c'est qu'il y a, en fait, on peut jouer sur les deux paramètres d'entrée, c'est-à-dire que le fait de créer du méthane de synthèse, c'est un outil de flexibilité du système énergétique global. C'est-à-dire que, oui, on électrifie les usages, mais pour certains types d'usages, le gaz aura toujours, on l'a vu tout à l'heure, toujours une place importante. Et notamment, quand on parle du bâtiment ou du chauffage, on peut très bien imaginer à terme qu'on va avoir en été peut-être une production d'électricité qui serait excédentaire par rapport aux besoins, qu'on pourrait produire à ce moment-là de l'hydrogène pas trop cher parce que l'électricité est excédentaire. Cet hydrogène-là, on le combine avec du CO2 pour en faire du méthane de synthèse par méthanation. Et ensuite, après, on a toutes les infrastructures existantes qui permettent de stocker ce gaz et de pouvoir l'utiliser quand on en a besoin, par exemple en hiver pour se chauffer. Donc ça, c'est un vrai atout de ce procédé-là, d'assurer une flexibilité saisonnière du mix énergétique. Et l'autre atout, c'est d'utiliser le carbone sur les territoires qui ne seraient pas utilisés sinon, le carbone biogénique, notamment sur les sites de méthanisation. Alors en France, ce qu'on retrouve aujourd'hui, donc on retrouve entre 10 et 20 projets qui sont dans les cartons, qui bénéficient de l'autorisation d'injecter dans les réseaux. Et il y en a 3 qui sont plus avancés que les autres. Donc, je vais commencer par le projet Jupiter Mine, qui est à Fos-sur-Mer, donc en bas à droite du slide, mais Fos-sur-Mer vers Marseille. C'est un démonstrateur industriel de power to gas
qui utilisent du CO2, enfin qui envisagent d'utiliser du CO2 industriel. Donc là, c'est un projet qui est en phase de test, donc il est construit, ils sont en train de tester des tests de performance. Ensuite, on a le projet Méticentre, qui est un projet dans le centre de la France, qui est un site de méthanation associé à la méthanisation. Donc là, ils vont utiliser, parce qu'ils sont en phase de construction, ils vont utiliser le CO2 produit par la méthanisation pour produire ce méthane de synthèse. Et puis, il y a le projet Power to Gas qui se trouve à Pau. Et donc là, le CO2 qui est utilisé, c'est du CO2 qui est issu du biogaz de la station d'épuration de Pau-l'Escar. Et donc, vous voyez que finalement, cette cartographie donne vraiment le panel de possibilités qu'offre la méthanation. C'est qu'on peut vraiment utiliser du CO2 qui est émis par ailleurs par différentes autres techniques. Alors, en synthèse, ce qu'il faut vraiment retenir, donc, ce sont des technologies qui sont complémentaires, ça vous l'avez bien compris. En intrant, on a différents types de produits, il n'y a pas du tout de concurrence entre elles. Et par contre, on a différents niveaux de maturité technique. Donc, évidemment, la méthanisation, c'est plutôt mature, mais ce que je vous ai présenté, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale et le power to gas, ce sont des technologies qui méritent encore des expérimentations pour passer à un stade complètement industriel. Et puis, ces technologies, en plus de défossiliser les usages gaz de demain, elles ont des externalités positives qui sont vraiment importantes pour les territoires. C'est le traitement des déchets, c'est la récupération des eaux usées, c'est la décarbonation des territoires. Il y a tout un tas d'autres d'externalités qui permettent vraiment de compléter l'intérêt qui est juste de produire du gaz. Et puis, comme je vous l'ai dit en introduction, ce sont des technologies qui sont nécessaires au mix énergétique de demain que l'on veut sans énergie fossile. Et aujourd'hui, elles sont en plein développement, mais elles ont encore besoin d'un soutien public pour se développer, de mécanismes de soutien pour justement atteindre ces niveaux industriels. Et puis, pour finir complètement, si vous souhaitez en savoir plus, parce que là, donc, je vous ai dressé un panorama assez large de ces différentes technologies, mais peut-être que vous avez des questions plus précises sur ces différentes voies de production. Je vous ai mis là, du coup, les interlocuteurs qui sont soit des délégués généraux au sein des clubs de la T2E. Donc, Luc Budin, qui est le délégué général du club Biogaz, pour tout ce qui concerne la méthanisation. Chourouk Naïd Saïdi, qui est la déléguée générale du club pyrogazéification. Moi-même au sein de la T2E pour le club Power to Gas. Et puis, Robert Mulke, qui travaille chez GRT Gaz et qui anime un club, une association, enfin pas une association, pardon, un club sur la gazéification hydrothermale. Et voilà, j'en ai fini là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Malika pour ce panorama très clair et cette présentation des 3 technologies innovantes. Alors, vous avez été très nombreux à interagir et à réagir sur le chat. Et je vais me faire le porte-parole notamment de Gilda Scotten. Je remercie Gilda, vous avez posé pas mal de questions. Quel est le rendement énergétique de la pyro? Alors, effectivement, alors je ne vais pas pouvoir répondre exactement à cette question, mais aujourd'hui, de ces 3 technologies, le rendement n'est pas forcément exceptionnel. Et c'est bien pour ça qu'il faut encore, enfin qu'elles sont encore au stade d'expérimentation, en stade projet. Aujourd'hui, les projets qui ont émergé sont aussi des projets qui permettent de voir si l'ensemble du procédé fonctionne ensemble. Et il y a tout un tas de travail encore à faire pour le rendre plus performant, et notamment, alors pour la pyrogazéification, mais pour toutes les technologies, sur la consommation d'électricité qui est nécessaire pour faire
pour produire ce gaz de synthèse. Merci Malika. Toujours sur la pyro, une question de Xavier Carlios de GRDF. Quels intrants utiliser pour la pyro? Est-il possible de les mixer et les gaz produits peuvent-ils être injectés dans les réseaux? Et enfin, quelle maturité de la filière? Alors, donc au niveau des intrants, on a plutôt des déchets solides, des résidus de bois, donc des CSR dont on parlait tout à l'heure. On peut effectivement l'injecter dans les réseaux. Aujourd'hui, il n'y en a pas qui injectent dans les réseaux, mais tous les projets que j'ai présentés, enfin, c'était des points sur la carte, de l'appel à manifestation d'intérêt étaient des projets pour injection. Donc, effectivement, qui allaient respecter en termes de spec, de spécifications techniques, ce qui est demandé par les opérateurs gaziers pour pouvoir être injecté dans les réseaux. Puis j'ai oublié la troisième question. Est-ce qu'on peut mixer les intrants? Est-ce qu'on peut à la fois avoir des déchets de bois et puis des combustibles de récupération type plastique? Oui, mais du coup, il faut savoir ce qu'on veut. Parce qu'effectivement, oui, il faut vraiment savoir ce qu'on veut obtenir au final. L'avantage des déchets de bois, c'est que c'est de la biomasse. Donc, du coup, c'est quand même un avantage indéniable. Ce serait dommage de le mélanger avec des déchets plastiques. Merci. Une intervention également de Nicolas Odo de France Nature Environnement qui nous dit: la valorisation des déchets pour l'énergie est un concept intéressant, mais par nature, les déchets peuvent être des ressources à disponibilité variable. Comment donc établir une filière d'approvisionnement énergétique sur une ressource potentiellement aléatoire? Je sais que je n'aurais pas utilisé le terme aléatoire pour les déchets. Alors, c'est un peu comme, c'est un peu comme le CO2 pour les industries. Évidemment, il faut qu'on limite nos émissions de déchets. Ça, c'est quand même, en tout cas, c'est ma conviction qu'il faut réduire nos émissions de déchets. Mais malgré tout, on va toujours en produire. Et donc il y a, tout comme on l'a vu là, des trajectoires de demande de gaz, on peut établir des trajectoires de production de déchets à peu près de la même manière, en imaginant que ça baisse. J'espère. Ouais. Peut-être un mot, oui, sur la partie des déchets agricoles, parce que effectivement, c'est important cette question de pérennisation de la ressource en déchets. Donc, comme vous l'avez dit, certes, il y a une optimisation à avoir en termes d'économie circulaire et donc d'essayer de minimiser le stock des déchets. Mais il y a aussi le fait que sur l'agriculture, en tout cas, on est sûr que le potentiel de déchets sera là et pour longtemps. Et qu'on peut aussi l'accompagner par ce qu'on appelle des cultures intermédiaires de valorisation énergétique. C'est très encadré en France par rapport à d'autres pays, en Allemagne où, par exemple, on est un peu plus laxiste. En France, on a une approche très encadrée de ce sujet-là et c'est très bien. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'en termes de rendement, parce que souvent on nous oppose des questions d'accès à la biomasse pour la production de biogaz par rapport à d'autres technologies qui sont les e-carburants, les e-fuels pour l'aviation, par exemple, pour la mobilité. Eh bien, ces déchets qui sont valorisés pour produire du biogaz ont souvent un meilleur rendement que lorsque on fait des biocarburants ou des e-fuels. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Et puis ensuite, ce biogaz, quand on l'utilise par exemple dans le secteur du bâtiment, eh bien finalement, on crée une boucle énergétique locale et on a un usage qui est à proximité du lieu de production. Et donc, on s'approche d'une valorisation territoriale de l'énergie. Et ça, c'est un sujet important pour l'acceptation, l'appropriation de la transition écologique par nos concitoyens. Et je ne suis pas sûr que demain, utiliser des déchets agricoles pour produire des e-carburants avec un rendement peut-être moindre que du biogaz qui sera utilisé dans des avions qui font le tour du monde, ben je ne suis pas sûr qu'il y aura l'acceptabilité sociale pour ça, même si ce sont aujourd'hui des pistes à l'étude. Donc, je pense que la ressource en biomasse et la ressource en déchets, il faut la regarder de près, mais pour produire du biogaz, elle sera toujours là et pérenne. Merci Jean-Charles. Allez-y Malika, je vous en prie. Oui, je veux juste compléter. Il y a un élément sur lequel je n'ai pas insisté alors que j'aurais sans doute dû, c'est que le fait d'utiliser du gaz, disons vert, du gaz renouvelable ou bas carbone, ou du biogaz à la place du gaz fossile,
fait aussi en sorte qu'en fait, finalement, on le produit en France avec des acteurs français et du coup, on est quand même plus indépendant d'acteurs étrangers parce que c'est un peu ça aussi que l'on pousse, et notamment au niveau de l'AT2E avec nos adhérents, c'est que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que ces technologies, que ces filières se développent pour que nos entreprises en France puissent répondre présent lorsqu'on va avoir besoin de ces gaz, comme vous l'avez vu à horizon 2050, du coup quand même un petit peu avant, plutôt que des entreprises qui ont fait ce même travail à l'étranger et qui pourraient venir en France produire ces gaz, ces gaz chez nous. Merci Malika. Une question à présent sur la gazéification hydrothermale. Quel est l'enjeu de la concentration des métaux qui sont justement des résidus de cette gazéification? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Alors pour moi, l'enjeu, il est plutôt justement de l'enlever de l'eau. Ça, ça permet justement de récupérer l'eau sans ces métaux, sans les polluants qui sont à l'intérieur. Oui. D'accord, merci. Jean-Charles? Aujourd'hui, la gazéification hydrothermale, c'est vraiment une technologie qui est certes émergente, mais qui est vraiment très intéressante parce qu'on aura de plus en plus un sujet et un problème de traitement de ces boues de stations d'épuration en particulier, en particulier le sujet des métaux, et donc l'épandage de ces boues, le stockage de ces boues peut poser problème. Donc avoir une technologie qui permet de les retraiter, d'extraire ces métaux et de fabriquer du gaz bas carbone, eh bien, c'est vraiment une solution nouvelle pour faire de l'économie circulaire sur ces sujets-là. Et puis le fait de pouvoir récupérer de l'eau, on voit que ça va être un enjeu majeur, en particulier dans des régions où le stress hydrique va augmenter dans les années qui viennent. Cette année déjà, on a des problèmes majeurs dans quasiment toutes les régions de France, et dans les 30 ans qui viennent, bien, c'est un sujet de résilience que de pouvoir récupérer de l'eau de ces boues d'épuration. Donc vraiment une technologie qui est émergente, mais à soutenir très fortement. Merci Jean-Charles. Une question de Baptiste Casse de Bluenomy, pardon. Certaines de ces technologies, les trois qu'on a évoquées ce matin, sont-elles concurrentes pour les intrants biomasse, et lesquelles sont les plus intéressantes, efficaces dans ce cas? Il n'y a pas de concurrence pour les intrants biomasse. On est Alors, pour les intrants biomasse, on est essentiellement donc sur la pyrogasification et la gasification hydrothermale. Et on utilise du coup des intrants qui sont moins fermentescibles que ceux qu'on utilise pour la méthanisation. C'est-à-dire qu'on utilise pour la méthanisation des intrants qui permettent, par le processus de méthanisation, de produire un maximum de CH4, de méthane. Et ce ne sont pas ces intrants-là qu'on utilise pour la pyrogasification et la gasification hydrothermale. Merci. Une question à présent de Corentin Mas. N'est-il pas plus intéressant de valoriser l'hydrogène renouvelable en direct, en mélange ou pur? Malika, ça vous Bah, fait sourire? je vous dirais non, mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que non. En fait, j'exagère évidemment. Pour moi, le plus important, c'est de verdir déjà les usages existants en hydrogène. Évidemment, l'industrie qui utilise de l'hydrogène, je préfère, encore une fois personnellement, qu'ils utilisent de l'hydrogène vert, de l'hydrogène bas carbone ou renouvelable, plutôt que de l'hydrogène qui est produit par énergie fossile. Donc là-dessus, c'est sûr. Mais par contre, par rapport à d'autres usages qui n'existent pas encore, je trouve que c'est dommage. L'avantage de faire de la méthanation, c'est qu'on produit un gaz qu'on connaît bien, qui a toutes les infrastructures et tous les usages. Et du coup, je trouve que, hormis évidemment l'utilisation d'hydrogène et le verdissement de l'hydrogène actuel, c'est quand même dommage d'aller développer des technologies, des usages, alors qu'on pourrait faire de la méthanation assez facilement pour l'injecter ensuite dans les réseaux. Et après, c'est la même molécule, c'est la même chose que le gaz que l'on retrouve dans nos bâtiments, dans nos industries. Et donc, voilà, c'est pour ça, au niveau du merit order, dans ma tête en tout cas, c'est bien sûr d'abord décarboner les usages actuels d'hydrogène, mais après, vraiment, utilisons ce dont on a besoin et pas ce qui nous fait briller les yeux. Mais
Oui. Et Merci, puis, merci Malika. Jean-Charles, vous quand voulez on se ajouter? place, oui, Hugo, là, c'est vrai qu'on fait aussi un exercice de prospective. Donc, on essaye et quand on regarde en 2050, eh bien, on aura un développement des énergies renouvelables électriques intermittentes qui sera très fort. Et par exemple, quand les éoliennes vont tourner la nuit, plutôt que bien de ne pas utiliser cette électricité ou de revendre à perte cette électricité, autant l'utiliser pour faire de l'hydrogène. Certes, une utilisation en direct pour décarboner certains secteurs industriels ou des usages directs de l'hydrogène. Et puis aussi avec la méthanation, être capable d'utiliser nos infrastructures, le réseau de gaz, mais aussi les infrastructures de stockage de gaz qui sont, elles, matures, pérennes, robustes. Et donc, utiliser aussi ce gaz décarboné qui nous permet de ne pas construire trop de capacités électriques surnuméraires ou supplémentaires pour gérer la pointe hivernale, par exemple. Parce que sinon, on va être obligé, avec l'électrification massive du secteur de la mobilité, aussi d'une partie du secteur du bâtiment et de l'industrie, eh bien d'avoir des capacités électriques qui nous servent une très faible partie du temps juste pour gérer l'appel de pointe en hiver, alors même qu'on n'a pas besoin d'autant de capacités. Donc c'est cette complémentarité entre une énergie électrique décarbonée, des énergies nouvelles qui se développent, et puis un gaz qui se verdit et qui permet d'être stockable, qui nous permettra d'avoir la bonne flexibilité et le bon optimum financier pour nos réseaux. Merci Jean-Charles. Une question de Gilles Bourguignat qui nous demande si on peut avoir un aperçu des bilans énergétiques des diverses solutions présentées ce matin. Malika, c'est ton micro. Oui, merci. Je ne vais pas pouvoir vous les présenter aujourd'hui. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure sur une précédente question, aujourd'hui, les bilans énergétiques méritent vraiment d'être retravaillés. Et pour ça, il faut poursuivre le développement de projets et d'expérimentations pour justement trouver les bons réglages qui permettent d'avoir des bilans énergétiques qui sont performants. Aujourd'hui, l'inconvénient, alors j'en ai pas du tout parlé dans ma présentation, mais l'inconvénient évidemment important, majeur de ces technologies-là, c'est que bien sûr, ça mérite d'être un peu plus, d'être plus performante et d'avoir un peu plus de travail technologique sur ces sujets. Mais aujourd'hui, la production de ces gaz coûte plus cher que le gaz fossile, évidemment. Et, enfin, évidemment coûte plus cher que le gaz fossile. Ça coûte plus cher de produire un gaz propre, un gaz vert, que d'utiliser du gaz fossile. Et tout l'enjeu de la filière, il est vraiment là. Il est comment on fait pour faire baisser les coûts. Et pour faire baisser les coûts, finalement, il faut être le plus efficace possible sur toutes les phases du process et de manière aussi globale. Et donc là, c'est vraiment un travail à faire. On n'est pas encore sur des technologies matures qui permettent d'afficher soit des rendements extrêmement performants, soit des consommations d'électricité très très faibles. C'est encore des choses qui doivent être retravaillées. Merci. Une demande de précision à présent d'Émilie Rousseau sur le type de méthanation. Pardon. De quoi parle-t-on? Catalytique, biologique ou plasma? Je ne crois pas en avoir parlé, mais effectivement, on parle de plusieurs types de méthanation. Donc, en fait, il y a globalement deux grands types de méthanation. Il y a de la méthanation catalytique et de la méthanation biologique. La méthanation catalytique, c'est en fait, on injecte l'hydrogène et le CO2 dans ce qu'on appelle un réacteur, dans lequel il y a des catalyseurs, donc ce sont des métaux, des catalyseurs. Il me semble que le principal, c'est le nickel, je ne veux pas vous dire de bêtises, des catalyseurs qui permettent d'accélérer la réaction chimique pour produire du coup du CH4. Dans la méthanation biologique, là, on n'est plus sur des catalyseurs comme ça, des métaux, on est sur finalement des bactéries qui permettent en fait, j'allais dire un petit peu comme la méthanisation, mais ce n'est pas tout à fait le même type de bactéries, qui permettent de produire ce CH4 à partir du CO2 et de l'hydrogène. Effectivement, il y a ces deux grands types de catalyseurs, pas de catalyseurs, de méthaneurs. De méthanation. Merci beaucoup. On revient un petit peu en arrière sur la gazéification. Est-ce que l'on pourrait, question de Gilles Dascoten, est-ce que l'on pourrait faire une gazéification hydrothermale des digestats? Ah oui, effectivement, certains digestats sont vraiment très intéressants
pour le sol, pour leur retour au sol. D'autres digestats, en fonction de ce qu'on met en intrant, ne peuvent pas être épandus. Et c'est l'une des pistes, effectivement, d'utilisation et d'externalité de cette technologie de gazification hydrothermale, c'est de pouvoir avoir, retraité, après la méthanisation, des digestats qui ne répondraient pas aux standards pour pouvoir être épandus sur le sol. Merci beaucoup. Une question peut-être plus pour Jean-Charles Collastroy. Pourquoi n'y a-t-il pas une obligation aujourd'hui pour les sites éoliens et solaires d'affecter une partie de leur production à la méthanation pour lisser leur intermittence? Là, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Déjà, on essaye vraiment de développer ces énergies renouvelables électriques et donc il y a un usage de l'électricité qui est déjà nécessaire. Mais peut-être que quand on se place en 2040 ou en 2050, là, on pourra être aussi en surabondance d'électricité décarbonée, en particulier la nuit en période de vent ou l'été avec les panneaux solaires si la climatisation n'a pas pris un essor trop important. Et donc, avoir cette capacité de transformer ce qu'on appelle de l'électron vert en molécules vertes ou décarbonées, stockables, eh bien, cette fluidité-là dans l'utilisation des atouts, ce qu'on appelle le meilleur des deux mondes, hein, électricité et gaz, eh bien, ça sera un des enjeux vraiment de l'optimisation des réseaux, l'optimisation technique, mais aussi l'optimisation en termes de finances publiques de nos réseaux électricité-gaz, dont on peut être très fier en France. Merci beaucoup Jean-Charles. Bien, on arrive quasi au terme de cette InnoGaz et avant de donner la parole à Jean-Charles Collastroy pour un mot de conclusion, je voudrais vraiment remercier Malika d'avoir partagé son expertise avec nous. Merci beaucoup à vous tous aussi présents aujourd'hui en nombre et puis très actifs sur cette messagerie avec beaucoup de questions, beaucoup d'échanges. Jean-Charles Collastroy, à vous la parole. Oui, merci beaucoup Hugo pour votre accueil. Merci Malika, donc notre intervenante, pour la précision de vos propos et puis de vos réponses. Dire que l'année 2023 sera vraiment une année charnière pour ces sujets-là, puisqu'il y a la programmation pluriannuelle de l'énergie qui sera votée à la fin de l'année au Parlement pour la première fois. Avant, c'était un décret qui était pris dans les ministères. Maintenant, c'est une loi qui va passer au Parlement en 2023. La feuille de route pour les 5 et 10 ans qui viennent, eh bien, ça sera vraiment intéressant pour le sujet des biogaz, puisque nous battons pour que soit reconnu un objectif de 20% de biogaz dans la consommation de gaz en 2030, là où aujourd'hui la loi n'en prévoit que 10%. Eh bien, la filière, avec ses différentes technologies, montre que c'est accessible, et donc nous essaierons de faire reconnaître cette ambition. Et puis, il y a aussi, vous le savez, ce qu'on appelle le Fit for 55, c'est-à-dire un rehaussement de l'ambition européenne pour la France de baisse des émissions de gaz à effet de serre, avec l'ensemble des secteurs qui doivent contribuer, agriculture, industrie, mais aussi le secteur du bâtiment. Et là, effectivement, à la fois par les innovations sur les équipements, des chaudières performantes, les chaudières hybrides, mais aussi par le verdissement du vecteur gaz, eh bien, le bâtiment pourra prendre toute sa part à la décarbonation en 2030 et puis la neutralité carbone en 2050. Donc, vraiment une conviction que le potentiel de biogaz est là, que la complémentarité des énergies est vraiment source de progrès dans le secteur du bâtiment, et puis aussi que toutes les externalités positives de la production de gaz renouvelable local, stockable en France doivent être reconnues. C'est bon pour l'économie circulaire, on valorise les déchets, ce sont des revenus complémentaires pour nos agriculteurs, c'est de l'emploi local, c'est bon pour nos industries, pour nos territoires, et puis pour l'acceptabilité de la transition écologique, c'est une utilisation d'une énergie qui est faite localement et en boucle énergétique locale, et là aussi c'est un enjeu important. Alors, est paru hier le panorama des gaz renouvelables, donc n'hésitez pas à le consulter parce que c'est un document qui fait aussi référence et vous y retrouverez l'ensemble des données qui ont été évoquées ce matin. Et puis, n'hésitez pas à trouver le replay ou le compte-rendu de ces InnoGaz sur le site de Coenov. Encore merci pour votre attention et puis rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel InnoGaz. Merci beaucoup Jean-Charles. Très bonne journée à tous.